Dans le tumulte vibrant de l'aéroport international Charles de Gaulle, sous les néons éclatants des halls d'enregistrement, une scène banale se transforme en un affrontement mémorable. Amélie Dubois, une femme noire élégante et sûre d'elle, se tient au comptoir d'enregistrement, prête pour un vol de routine vers Genève. Ses gestes sont précis, son sourire discret mais chaleureux, reflet d'une assurance forgée par des années de travail acharné. Pourtant, derrière elle, un regard perçant l'observe. Jacques Lefebvre, officier de sécurité aéroportuaire, badge rutilant sur la poitrine, arbore une méfiance presque palpable. Ses yeux scrutateurs, teintés d'un préjugé qu'il ne cherche même pas à dissimuler, suivent chaque mouvement d'Amélie. Ce qu'il ignore, c'est qu'il a choisi la mauvaise cible. Amélie n'est pas une voyageuse ordinaire. Elle est conseillère principale au ministère des Affaires étrangères, une femme de pouvoir, respectée dans les couloirs feutrés de la diplomatie française. Ce qui commence comme une vérification de routine va bientôt dégénérer en une confrontation révélatrice, marquée par des sous-entendus raciaux et des conséquences inattendues. Amélie Dubois s'était levée tôt ce matin-là, dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de lin, baignant la pièce d'une lumière douce et dorée. Elle avait enfilé un peignoir en soie, ses pantoufles glissant sur le parquet ciré, et s'était dirigée vers la cuisine. Là, elle avait allumé sa machine à café, un rituel matinal qui apaisait son esprit avant une journée chargée. Le bourdonnement discret de la machine, accompagné d'une sonate de Debussy diffusée par son enceinte connectée, créait une bulle de calme. En tant que conseillère au ministère, Amélie était habituée aux déplacements fréquents, aux réunions de haut niveau et à la pression constante des négociations internationales. Ce jour-là, elle se rendait à Genève pour une conférence de l'ONU sur la coopération transfrontalière, un événement où son expertise en diplomatie serait cruciale. Elle avait vérifié son itinéraire avec une précision presque obsessionnelle. Numéro de vol, siège 4A, porte d'embarquement, et un agenda serré pour les 48 heures à venir. Des réunions avec des ambassadeurs et des experts l'attendaient, et elle se sentait à la fois excitée et concentrée. Son rôle ne se limitait pas à représenter la France. Il s'agissait de défendre des valeurs d'équité et de collaboration, des principes qu'elle portait avec fierté. Avant de quitter son appartement, Amélie avait jeté un dernier regard à la photo encadrée de ses parents, posée sur une console en bois d'acajou. Fille d'immigrés sénégalais, elle avait grandi dans une banlieue modeste de la région parisienne, où ses parents lui avaient inculqué la dignité, la persévérance et le respect. Son père, un ancien enseignant, lui répétait souvent : « Peu importe d'où tu viens, c'est où tu vas qui compte. » Après son décès, Amélie avait pris soin de sa mère, désormais âgée, qui vivait à quelques rues de chez elle. Ce matin-là, elle avait pris soin de ne pas faire de bruit en fermant sa valise, pour ne pas réveiller sa mère venue passer la nuit. En descendant dans le parking, sa tasse de café à la main, elle s'était sentie prête, confiante. Elle avait appris à naviguer dans un monde où son apparence attirait parfois des regards et suspicieux, mais elle avait toujours su répondre avec grâce et fermeté. En conduisant à travers les rues animées de Paris, les façades haussmanniennes défilant sous un ciel clair, elle écoutait une émission sur France Culture, un débat sur la diversité dans les institutions. Une pensée fugace l'avait traversée. Même avec son titre et son statut, elle n'était jamais totalement à l'abri des préjugés. Pendant ce temps, à l'aéroport Charles de Gaulle, Jacques Lefebvre entamait sa journée avec une amertume familière. Officier de sécurité depuis 10 ans, il portait son uniforme comme un bouclier, cachant derrière son badge une frustration chronique. Ses collègues le décrivaient comme rigoureux, mais les plus lucides voyaient en lui un homme aigri, prompt à abuser de son autorité. Son dossier comportait plusieurs plaintes pour comportements inappropriés, mais la pénurie de personnel l'avait maintenu en poste. Jacques se complaisait dans les confrontations, ciblant souvent les voyageurs qui, à ses yeux, ne correspondaient pas au profil. Ce matin-là, lorsqu'il aperçut Amélie s'approcher du comptoir d'enregistrement, son regard s'aiguisa. Une femme noire, élégamment vêtue, avec une assurance qu'il interpréta comme une provocation. Sans le savoir, il venait de déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser sa carrière. Amélie avançait dans la file d'enregistrement avec une aisance naturelle. Elle salua l'agent d'Air France avec un sourire courtois, échangeant quelques mots polis en français impeccable. Élevée dans le respect des autres,
elle plaça ses affaires sur le tapis roulant du contrôle de sécurité. Ordinateur portable, escarpin en cuir, téléphone. Chaque geste était méthodique, presque chorégraphié. Mais alors qu'elle poussait son bac vers le scanner, elle sentit un regard pesant sur elle. Jacques Lefebvre, posté à quelques mètres, les bras croisés, la fixait avec une intensité dérangeante. Amélie tenta de ne pas se tirer de conclusions hâtives. Elle avait déjà croisé des officiers zélés, mais quelque chose dans l'attitude de Jacques, son regard froid, ses lèvres pincées, lui donna un frisson d'appréhension. Elle se força à rester calme, se souvenant des conseils de sa mère. Ne leur donne jamais la satisfaction de te voir trembler. Madame, c'est votre sac ? Demanda Jacques en s'approchant, sa voix tranchante. Oui, monsieur l'officier, répondit Amélie, son ton posé mais ferme. Il la dévisagea, ses yeux s'attardant sur son tailleur impeccablement coupé. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Elle lui tendit son passeport, qu'il examina avec une lenteur exagérée. Bien, où allez-vous ? À Genève, pour le travail, répondit-elle calmement. Quel genre de travail ? Demanda-t-il, son ton teinté de scepticisme. Amélie marqua une pause, pesant ses mots. Je suis employé du ministère des Affaires étrangères. Jacques lui rendit son passeport, mais son expression restait inchangée. Veuillez vous mettre sur le côté après le portique. J'ai quelques questions supplémentaires. Amélie sentit une pointe d'irritation, mais elle obtempéra, traversant le portique de sécurité sans déclencher d'alarme. De l'autre côté, Jacques la conduisit vers un bureau isolé, loin des regards des autres voyageurs. La sensation d'être ciblée était familière, mais elle refusa de laisser la colère prendre le dessus. Elle s'assit, droite, tandis que Jacques posait des questions de plus en plus intrusives. Pourquoi Genève ? Quelle réunion ? Depuis combien de temps travaillez-vous au ministère ? Chaque question semblait moins liée à la sécurité qu'à une volonté de la déstabiliser. Amélie répondit avec précision, révélant finalement son titre. Je suis conseillère principale et au ministère des Affaires étrangères, voici mes accréditations. Elle lui tendit une carte officielle, ornée du sceau de la République française. Jacques jeta un coup d'œil à la carte, mais son expression resta inchangée. Ça pourrait être falsifié, dit-il, presque avec dédain. Je peux vous donner un contact au ministère pour vérification, répondit Amélie, sa voix toujours calme mais teintée d'une pointe d'acier. Au lieu de suivre la procédure, Jacques s'éloigna pour soi-disant vérifier ces informations. Amélie, seule dans le bureau, sentit son pouce accélérer. Son vol décollait dans moins de 30 minutes. Elle pensa à appeler un collègue au ministère, mais décida de laisser la situation se dérouler, confiante dans la véracité de ses documents. Pendant ce temps, une jeune femme dans la file d'attente avait observé la scène. Claire Martin, étudiante en droit à la Sorbonne, voyageait elle aussi vers Genève pour un stage à l'ONU. Sensible aux injustices, elle avait remarqué l'attitude de Jacques et, discrètement, avait sorti son téléphone pour filmer l'échange. Lorsque Amélie fut emmenée à l'écart, Claire s'approcha d'un agent d'Air France, Pierre Dubois, aucun lien de parenté avec Amélie, un homme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant. Monsieur, cette femme est retenue sans raison apparente. Elle risque de rater son vol, dit Claire, montrant la vidéo sur son téléphone. Pierre, habitué à gérer des situations tendues, hocha la tête. Je vais voir ce que je peux faire. De retour au bureau, Amélie restait assise, son regard fixé sur l'horloge. Jacques revint, accompagné d'un autre officier, le sergent Lemoine, un homme plus âgé au visage fatigué. Nous avons vérifié vos informations, dit Lemoine, mal à l'aise. Mais l'officier Lefebvre souhaite poser d'autres questions. Amélie haussa un sourcil. Osotova. Vous avez confirmé mon identité auprès du ministère ? Lemoine acquiesça, mais Jacques intervint. N'importe qui peut se procurer une carte comme celle-là sur Internet. Amélie sentit la colère monter, mais elle se contint.
Si vous pensez que je suis une menace, appelez le bureau des affaires internes du ministère. Je peux vous donner le numéro. Sinon, j'aimerais rejoindre mon vol. La tension était palpable. Une petite foule s'était formée à proximité, attirée par l'échange. Claire, toujours présente, continuait de filmer discrètement. Jacques, sentant les regards sur lui, insista. Nous devons être prudents. Si vous êtes si pressé, vous auriez dû arriver plus tôt. Amélie le fixa, son regard perçant. Ceci n'a rien à voir avec la sécurité, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix basse mais lourde de sous-entendu. Jacques tressaillit, mais ne répondit pas. À ce moment, Pierre, l'agent d'Air France, intervint, accompagné de Claire. Madame, votre vol commence l'embarquement. Si vous êtes autorisée à partir, nous devons vous escorter à la porte immédiatement. Dit Pierre, son ton professionnel mais ferme. Jacques sembla hésiter. Le sergent Lemoine, visiblement gêné, murmura quelque chose à son collègue. Finalement, Jacques céda. Très bien, vous pouvez y aller, Madame Dubois. Dit-il, sans une once d'excuse. Amélie se leva, ajusta son tailleur et répondit calmement. Je n'oublierai pas cet incident, officier Lefebvre. Ces mots, prononcés avec une dignité froide, résonnèrent comme une promesse. Elle remercia Pierre et Claire d'un signe de tête, puis se dirigea rapidement vers la porte d'embarquement, son cœur battant encore sous l'effet de l'adrénaline. En courant dans le terminal, Amélie sentit le poids de l'humiliation, mais aussi une détermination croissante. Ce n'était pas seulement une question de retard ou d'inconvenance. L'attitude de Jacques était ancrée dans un préjugé qu'elle avait trop souvent affronté. Alors qu'elle montait à bord de l'avion, Claire, assise quelques rangées devant, lui adressa un sourire encourageant. Amélie lui rendit un signe de gratitude. En s'installant à son siège, elle sortit son carnet et commença à noter les détails de l'incident. Le nom de Jacques, les mots échangés, l'heure exacte. Elle savait que cette histoire ne s'arrêterait pas là. À des milliers de mètres d'altitude, tandis que Paris disparaissait sous les nuages, Amélie se promit de faire entendre sa voix, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, sans son titre ou son influence, auraient été réduits au silence. Dans les couloirs feutrés de l'aéroport Charles de Gaulle, l'incident impliquant Amélie Dubois et l'officier Jacques Lefebvre prenait une ampleur inattendue, comme une vague déferlant sur une plage paisible. Ce qui n'était au départ qu'une confrontation teintée de préjugés raciaux devenait une affaire qui ébranlait les fondations même de l'institution aéroportuaire. À Genève, Amélie, assise dans un bureau élégant des Nations Unies, rédigeait un courriel précis et incisif destiné au département des affaires internes de l'aéroport. Chaque mot était pesé, chaque phrase construite avec la rigueur d'une diplomate aguerrie. Elle n'était pas seulement une voyageuse humiliée, elle était une conseillère principale au ministère des Affaires étrangères, une femme dont la voix portait loin. À Paris, la vidéo tournée par Claire Martin, une étudiante en droit témoin de l'incident, circulait désormais sur les réseaux sociaux, attisant l'indignation publique. Jacques Lefebvre, inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée, allait bientôt découvrir que son comportement aurait des conséquences irréversibles. Une enquête interne, menée par Madame Isabelle Laurent, une figure respectée de l'aéroport, allait révéler un passé troublant et forcer l'institution à affronter ses propres failles. Amélie avait atterri à Genève quelques heures après l'incident, son esprit partagé entre l'adrénaline de l'affrontement et les exigences de la conférence de l'ONU. Les réunions sur la coopération transfrontalière requéraient toute son attention. Des négociations avec des diplomates européens, une présentation clé devant un parterre d'experts, et des discussions stratégiques sur la sécurité internationale. Pourtant, même en naviguant avec aisance dans cet environnement de haut niveau, son esprit revenait sans cesse à l'aéroport Charles de Gaulle. L'attitude de Jacques Lefebvre n'était pas un simple excès de zèle, elle trahissait un préjugé profondément enraciné, une suspicion injustifiée qu'il avait visée en raison de sa couleur de peau. Amélie, élevée dans une famille sénégalaise où la dignité était une valeur cardinale, savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet affront sans suite. En fin de journée, après une série de réunions épuisantes, elle s'installa dans sa chambre d'hôtel, un établissement raffiné surplombant le lac Léman. Dans le silence de la nuit,
bercée par le clapotis lointain de l'eau, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger une plainte officielle. Elle décrivit l'incident avec une précision chirurgicale. Le ton accusateur de Jacques, ses questions intrusives, son refus d'accepter ses accréditations vérifiées, et l'humiliation publique devant les autres voyageurs. Elle joignit les coordonnées de Claire Martin, l'étudiante en droit, et de Pierre Dubois, l'agent d'Air France, comme témoins potentiels, et conclut en demandant une enquête approfondie sur le comportement de l'officier. À Paris, l'aéroport Charles de Gaulle devenait le théâtre d'une tempête médiatique. Claire Martin, avec l'audace d'une étudiante en droit animée par un sens aigu de la justice, avait partagé sa vidéo sur Twitter, accompagnée d'un message percutant. Une femme noire, visiblement une professionnelle, retenue sans raison à CDG. Est-ce ainsi que nous traitons les voyageurs? Justice à CDG. La vidéo, bien que brève, montrait Jacques interrogeant Amélie avec une hostilité évidente, tandis que d'autres voyageurs passaient sans encombre. En quelques heures, le hashtag devint viral, attirant l'attention de journalistes, d'activistes et d'associations de défense des droits humains comme SOS Racisme. Les commentaires en ligne fusaient, certains dénonçaient le racisme systémique dans les institutions françaises, d'autres appelaient à une réforme des pratiques de sécurité aéroportuaire. Claire, surprise par l'ampleur de la réaction, reçut des messages de soutien, mais aussi des attaques de trolls défendant Jacques. Fidèle à ses convictions, elle contacta Amélie par courriel pour lui offrir son soutien et lui transmettre une copie de la vidéo. « Votre dignité face à cette injustice m'a inspiré », écrivit-elle. « Si je peux aider davantage, je suis là. » Au siège de l'aéroport, Madame Isabelle Laurent, directrice des affaires internes, lut la plainte d'Amélie avec une gravité croissante. Isabelle, une femme d'une cinquantaine d'années, était connue pour son intégrité et sa fermeté. Ayant gravi les échelons dans un milieu dominé par les hommes, elle comprenait les tensions sous-jacentes dans une institution comme l'aéroport, où les questions de discrimination étaient souvent étouffées. Le nom de Jacques Lefebvre lui était familier, son dossier contenait plusieurs plaintes pour comportements inappropriés, mais la pénurie de personnel et un manque de preuves solides l'avaient maintenu en poste. Cette fois, cependant, la plainte émanait d'une conseillère du ministère des Affaires étrangères, appuyée par une vidéo virale et des témoins crédibles. Ignorer cette affaire risquait de provoquer un scandale qui ternirait la réputation de l'aéroport. Isabelle convoqua son adjoint, Benjamin Moreau, un homme discret mais méticuleux, et lui confia la direction de l'enquête. « Nous devons être irréprochables, » dit-elle, son regard perçant. Cette affaire concerne non seulement cet officier, mais aussi la manière dont nous gérons la confiance du public. L'enquête démarra immédiatement. Benjamin passa en revue les images des caméras de surveillance, qui montraient Jacques ciblant Amélie de manière disproportionnée, tandis que d'autres voyageurs, majoritairement blancs, passaient avec des vérifications minimales. Il interrogea le sergent Lemoine, qui avait assisté à l'incident. Lemoine, mal à l'aise, confirma qu'il avait vérifié les accréditations d'Amélie auprès du ministère, mais que Jacques avait insisté pour prolonger l'interrogatoire sans raison valable. Benjamin contacta également Pierre Dubois, l'agent d'Air France, qui décrivit l'intervention de Claire et la tension palpable lors de l'incident. Mais la révélation la plus troublante vint d'un autre officier de sécurité, Mathieu Garnier, un jeune recrue qui travaillait sous les ordres de Jacques. Mathieu, hésitant au départ, confia à Benjamin que Jacques avait un historique de ciblage des voyageurs de couleur. Il disait souvent qu'il fallait garder un œil sur certains profils, murmura Mathieu, baissant les yeux. Je n'ai jamais osé le confronter, mais cette fois, c'était trop flagrant. Pendant ce temps, Jacques continuait son service, inconscient de l'ampleur de l'enquête. Dans la salle de pause des officiers, il plaisantait avec un collègue, minimisant l'incident comme une « exagération » d'une voyageuse trop sensible. Mais son assurance vacilla lorsqu'il reçut une convocation officielle d'Isabelle Laurent. La note, rédigée sur un ton formel, mentionnait une enquête pour « conduite non professionnelle », suspicion de discrimination et abus d'autorité. Jacques sentit une sueur froide couler dans son dos. Il se rendit au bureau du sergent Lemoine, espérant un soutien. « Ils font toute une histoire pour rien », grogna-t-il. Mais Lemoine, visiblement mal à l'aise, répondit « Coopère, Jacques. Cette fois, c'est différent.
Le ministère est impliqué. Furieux, Jacques balaya l'avertissement, convaincu qu'il s'en sortirait comme toujours. Mais une inquiétude sourde commençait à s'installer. À Genève, Amélie reçut un courriel de Claire, accompagné de la vidéo. En le visionnant, elle sentit une bouffée de colère mêlée de gratitude. La vidéo capturait non seulement l'hostilité de Jacques, mais aussi sa propre dignité face à l'adversité. Elle répondit à Claire, la remerciant chaleureusement et lui demandant l'autorisation de transmettre la vidéo aux autorités de l'aéroport. Claire accepta immédiatement, ajoutant « J'ai aussi reçu des messages d'autres personnes qui disent avoir vécu des expériences similaires à CDG. Vous n'êtes pas seul. » Ces mots touchèrent Amélie profondément. Elle pensa à ses parents, à leur lutte pour s'intégrer en France, et à toutes les personnes qui, sans son statut, n'avaient pas les moyens de se faire entendre. Elle contacta son supérieur au ministère, M. Étienne Roche, un diplomate chevronné qui l'avait toujours soutenu. « Amélie, ce que vous avez vécu est inacceptable, dit-il lors d'un appel. Si vous souhaitez porter plainte, le ministère vous soutiendra. » Amélie hocha la tête, bien que seule dans sa chambre d'hôtel. « Je veux que cela serve d'exemple, répondit-elle. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ce genre de traitement. L'enquête d'Isabelle. Laurent prit une tournure décisive lorsque Benjamin découvrit des plaintes antérieures contre Jacques, archivées mais jamais suivies d'effet. Les témoignages décrivaient un schéma clair, des voyageurs de couleur, souvent des femmes, étaient soumis à des contrôles prolongés et injustifiés. Un rapport interne, datant de 2 ans, mentionnait une plainte similaire d'un étudiant maghrébin, mais l'affaire avait été classée faute de preuves. Cette fois, la vidéo de Claire et la plainte d'Amélie donnaient un poids incontestable à l'affaire. Isabelle organisa une réunion avec les responsables de la sécurité aéroportuaire et le service juridique. « Nous devons agir vite et de manière transparente, déclara-t-elle. Si nous laissons cette affaire s'enliser, nous risquons de perdre la confiance du public et d'attirer l'attention des médias nationaux. » La pression médiatique s'intensifia lorsque Le Monde et France Info publièrent des articles sur l'incident, citant la vidéo de Claire et la plainte d'Amélie. Les titres, comme « Une diplomate française victime de discrimination à Charles de Gaulle », déclenchèrent un débat public. Sur les plateaux de télévision, des commentateurs discutaient du racisme systémique dans les institutions françaises, tandis que des associations appelaient à des réformes. Jacques, désormais suspendu en attendant les résultats de l'enquête, passa ses journées chez lui, dans un petit appartement de la banlieue parisienne. Il parcourait les réseaux sociaux, furieux contre les accusations portées contre lui. Ils exagèrent tout, marmonnait-il en lisant les commentaires. Mais au fond de lui, il savait que l'enquête ne jouerait pas en sa faveur. Une semaine plus tard, Amélie rentra à Paris. En arrivant chez elle, elle trouva un message vocal d'Isabelle Laurent, confirmant que l'enquête était en cours et lui demandant de fournir un témoignage formel. Amélie accepta, déterminée à aller jusqu'au bout. Elle rencontra également Claire dans un café du quartier latin. La jeune étudiante, avec ses lunettes rondes et son enthousiasme contagieux, lui raconta comment la vidéo avait inspiré des discussions dans son université. « Mes camarades en droit veulent organiser un débat sur les droits des voyageurs, » dit Claire. « Votre histoire pourrait changer les choses. » Amélie sourit, touchée par l'énergie de la jeune femme. « Merci, Claire. Sans votre intervention, tout ceci aurait pu être ignoré. » Les deux femmes échangèrent leur numéro, scellant le début d'une amitié inattendue. À l'aéroport, l'enquête se resserrait autour de Jacques. Mathieu Garnier, le jeune officier, fournit un témoignage clé, décrivant comment Jacques avait fait des remarques désobligeantes sur certains voyageurs, souvent dans privé. Il disait qu'il fallait être plus vigilant avec certains profils, confia Mathieu, la voix tremblante. « Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. » Benjamin, impressionné par son courage, le rassura. « Vous faites ce qu'il faut maintenant. » Les preuves s'accumulaient. Images de surveillance, témoignages, plaintes antérieures. Isabelle rédigea un rapport préliminaire,
concluant que Jacques avait non seulement violé les protocoles de sécurité, mais aussi fait preuve d'un comportement discriminatoire. Elle recommanda une audience disciplinaire immédiate. Jacques, convoqué pour l'audience, se présenta avec un air de défi. Face à un panel composé d'Isabelle, de responsables juridiques et d'un représentant syndical, il n'y a toute intention discriminatoire. J'ai suivi les procédures, insista-t-il. Cette femme était pressée, c'est tout. Mais les preuves étaient accablantes. Isabelle présenta les images, les témoignages de Lemoine, Mathieu, Pierre et Claire, ainsi que la plainte d'Amélie, cosignée par Étienne Roche du ministère. Jacques, acculé, tenta de se défendre en accusant Amélie d'avoir exagéré. Elle voulait juste attirer l'attention, dit-il, provoquant un silence glacial dans la salle. Isabelle, impassible, répondit. Vos actions parlant d'elles-mêmes, monsieur Lefebvre. À la fin de l'audience, Jacques fut informé qu'il était suspendu sans salaire en attendant une décision finale. En quittant la salle, il sentit les regards de ses collègues, autrefois complices, se détourner. L'aéroport, sous la pression médiatique et publique, savait qu'il devait agir. Amélie, informée des progrès de l'enquête, ressentit un mélange de soulagement et de fatigue. Elle savait que cette bataille était loin d'être terminée, mais elle était prête à continuer. Claire, de son côté, reçut un message d'un groupe communautaire de la banlieue parisienne, qui la remerciait d'avoir donné une voix aux victimes de discriminations similaires. Ce simple geste, filmer une injustice, avait déclenché une vague de changement. À l'aéroport, les murmures se multipliaient, l'affaire Amélie Dubois allait laisser une marque indélébile. L'affaire Amélie Dubois à l'aéroport Charles de Gaulle n'était pas destinée à s'éteindre dans l'ombre des couloirs administratifs. Ce qui avait commencé comme une confrontation personnelle s'était transformé en un catalyseur pour un changement profond, non seulement au sein de l'aéroport, mais aussi dans les consciences de ceux qui en avaient entendu parler. Amélie, de retour à Paris après son séjour à Genève, se tenait dans son bureau du ministère des Affaires étrangères, face à une pile de dossiers. Pourtant, son esprit était ailleurs, porté par une détermination nouvelle. La plainte qu'elle avait déposée, appuyée par la vidéo virale de Claire Martin et les témoignages de Pierre Dubois et Mathieu Garnier, avait ébranlé les fondations d'une institution trop longtemps complaisante. Jacques Lefebvre, l'officier de sécurité au cœur de la tempête, faisait face à un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Suspendu, isolé et sous le feu des critiques, il découvrait à ses dépens que le pouvoir d'un badge ne le protégeait pas de la justice. À l'aéroport, sous la houlette d'Isabelle Laurent, des réformes radicales prenaient forme, tandis qu'Amélie devenait, presque malgré elle, une figure d'inspiration pour ceux qui luttaient contre l'injustice. Ce chapitre final raconte comment un moment d'indignation a semé les graines d'un changement durable. Amélie, de retour dans son appartement parisien, ressentait encore le poids de l'incident. Les réunions au ministère, les échanges avec des diplomates étrangers et les responsabilités de son poste ne pouvaient effacer le souvenir de l'humiliation subie. Pourtant, elle refusait de se laisser définir par cet événement. Chaque matin, en buvant son café face à la photo de ses parents, elle puisait dans leur héritage de résilience. Son père, un enseignant sénégalais qui avait bravé les préjugés pour éduquer une génération, lui avait appris à transformer l'adversité en force. Sa mère, toujours vive malgré son âge, lui avait envoyé un message après avoir appris l'incident par un article du Monde. « Ma fille, tu as fait ce que nous t'avons toujours enseigné, tenir tête avec dignité. » Ces mots renforcèrent que la détermination d'Amélie à poursuivre son combat, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, sans son statut, n'avaient pas les moyens de se faire entendre. À l'aéroport, l'enquête menée par Isabelle Laurent atteignit son apogée. Le rapport final, un document de plusieurs pages rédigé par Benjamin Moreau, était accablant pour Jacques Lefebvre. Les images de surveillance, les témoignages de Claire, Pierre, Mathieu et du sergent Lemoine, ainsi que les PL, l'histoire d'Amélie Dubois, confrontée à une injustice flagrante à l'aéroport Charles de Gaulle, résonnent profondément dans le contexte de la société française contemporaine, où les questions de discrimination et d'égalité restent au cœur des débats. Cette affaire, bien que fictive, reflète une réalité que beaucoup de personnes, en particulier celles issues de minorités, vivent au quotidien. En tant que conseillère principale au ministère des Affaires étrangères, Amélie incarne une figure de réussite, une femme noire qui,
par son travail acharné et sa dignité, a gravi les échelons d'une institution prestigieuse. Pourtant, face à l'officier Jacques Lefebvre, son statut n'a pas suffi à la protéger d'un préjugé racial profondément enraciné. Cette expérience, marquée par l'humiliation et la persévérance, nous pousse à réfléchir sur la manière dont les préjugés façonnent nos interactions et sur les leçons que nous pouvons tirer pour transformer notre société. Tout d'abord, l'histoire d'Amélie met en lumière la résilience face à l'adversité. Malgré l'hostilité de Jacques, Amélie reste calme, professionnelle et ferme, refusant de céder à la colère ou à la peur. Cette attitude reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, la maîtrise de soi, ou ce que l'on pourrait appeler le sang-froid. En France, où l'élégance et la retenue sont souvent valorisées, la réaction d'Amélie incarne une forme de force intérieure. Elle ne se contente pas de subir l'injustice, elle agit avec une dignité qui désarme son adversaire et inspire ceux qui l'entourent, comme Claire Martin, l'étudiante en droit, ou Pierre Dubois, l'agent d'Air France. Cette leçon est précieuse pour chacun de nous. Face à l'injustice, il est possible de répondre avec une force tranquille, en s'appuyant sur nos principes plutôt que sur l'émotion brute. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de la solidarité. Claire, en filmant l'incident et en le partageant sur les réseaux sociaux, devient une alliée inattendue. Son geste, simple mais courageux, rappelle que dans une société aussi interconnectée que la nôtre, chaque individu peut jouer un rôle dans la lutte contre l'injustice. En France, où les mouvements citoyens et les débats publics occupent une place centrale, l'action de Claire illustre le pouvoir des petites initiatives. Pierre, de son côté, représente cette figure discrète mais essentielle du fonctionnaire qui, par son professionnalisme, contribue à rétablir l'équité. Ces personnages nous enseignent que la lutte contre la discrimination ne repose pas uniquement sur les victimes, mais sur une communauté prête à s'engager. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon nous incite à être attentifs aux injustices autour de nous et à intervenir, même modestement, lorsque nous en sommes témoins. Un autre enseignement majeur est la nécessité de confronter les systèmes défaillants. L'enquête menée par Isabelle Laurent révèle un schéma de comportement discriminatoire chez Jacques Lefebvre, qui avait été toléré trop longtemps en raison de la pénurie de personnel et d'un manque de rigueur institutionnelle. Ce constat résonne avec les débats actuels en France sur la responsabilité des institutions publiques face aux discriminations systémiques. L'histoire nous rappelle que le changement ne vient pas seulement des individus, mais aussi de réformes structurelles. Dans notre vie, cela signifie reconnaître que nos actions individuelles, comme celle d'Amélie, doivent s'accompagner d'un engagement pour transformer les règles et les pratiques des institutions auxquelles nous appartenons, qu'il s'agisse de notre lieu de travail, de notre école ou de notre communauté. Enfin, l'histoire d'Amélie nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la voix. En déposant une plainte formelle et en s'exprimant publiquement, Amélie transforme une expérience personnelle en un mouvement collectif. Sa démarche, soutenue par des alliés comme Claire et des figures d'autorité comme Étienne Roche, montre que parler, c'est agir. En France, où l'expression publique, que ce soit à travers les médias, les manifestations ou les pétitions, est une tradition forte, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle nous encourage à ne pas rester silencieux face à l'injustice, mais à utiliser notre voix pour exiger le changement, que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant une cause ou en éduquant ceux qui nous entourent. Dans notre vie quotidienne, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Nous pouvons cultiver la résilience en apprenant à répondre aux provocations avec calme et détermination, comme Amélie l'a fait. Nous pouvons pratiquer la solidarité en soutenant ceux qui sont injustement traités, que ce soit par un geste aussi simple que celui de Claire ou par un engagement plus formel. Nous pouvons également nous impliquer dans nos communautés pour promouvoir des environnements plus équitables, en participant à des discussions, en sensibilisant nos collègues ou en soutenant des initiatives locales contre la discrimination. Enfin, nous pouvons utiliser notre voix, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des pétitions ou dans des conversations, pour amplifier les histoires de ceux qui sont marginalisés. En conclusion, l'histoire d'Amélie Dubois nous rappelle que le changement commence par le courage d'un individu, mais qu'il se réalise grâce à la force collective. Elle nous inspire à agir avec dignité, à soutenir nos semblables et à exiger des institutions qu'elles rendent des comptes. Si cette histoire vous a touché, agissez dès maintenant. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour sensibiliser vos proches, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires,
et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Ensemble, nous pouvons briser le silence et construire une société plus juste, où chacun est traité avec le respect qu'il mérite.